Je vous propose de démarrer, il est 19h. Charlotte a prévenu qu'elle aura un petit peu de retard et Yannick aussi, je pense qu'il aura un petit peu de retard. Il en manque certains qui ont laissé des pouvoirs. Donc Evelyne Blanchon a laissé son pouvoir à Charlotte, Alexandre Rocher a laissé son pouvoir à Nathalie Geffroy, Martine Jarry l'a laissé à Pierre. Amandine Revel est excusée, donne aussi son pouvoir à Jean-Louis Véronique, et Véronique Savourdi a laissé son pouvoir à Marie. Voilà, et donc les autres sont présents. Alors, on va démarrer donc par désigner un secrétaire de séance. Est-ce que Marlène, tu veux bien? Oui, merci. Alors, avant de démarrer l'ordre du jour, j'aimerais bien vous demander l'autorisation de rajouter une délibération qui figure dans les supports et dans les documents que vous avez eus. On ne l'avait pas inscrit au départ à l'ordre du jour. C'est une autorisation de recrutement d'agents contractuels remplaçants. Voilà, on ne l'avait pas indiqué. C'est assez compliqué de recruter quand il s'agit de remplaçants. Et là, on est confronté à la situation avec l'arrêt de Tiffen. Je propose de rajouter cette délibération, comme ça on sera sûr d'être réglementairement dans les clous pour pouvoir recruter une personne. Alors ensuite, l'adoption du procès-verbal du 6 novembre, est-ce que tout le monde l'a bien reçu? Oui. Est-ce que vous avez des remarques concernant ce PV? Non. Pas de remarques? Pas de questions particulières? Donc, il était assez dense, je ne sais plus combien de pages il fait, mais il est très complet, très dense, revu le conseil municipal avec ce qu'on a. Alors, donc on approuve le procès verbal de la séance du 6 novembre. Alors ensuite, donc, on va passer aux décisions du maire depuis le conseil municipal du 6 novembre. Donc quelques décisions ont été prises. Alors premier, donc c'est pour une formation habilitation c'est tout ce qui concerne l'habilitation électrique pour les services techniques, donc le 25 et 26 novembre, elles ont lieu, pour un montant donc, de 1 448 €. Ensuite, une proposition pédagogique et financière aussi pour une autre formation à la préparation de l'autorisation de conduite, et notamment pour les camions nacelles, 500 € pour Joanne Levier et Éric Coué. Ensuite, de la commande, un levier aussi pour les 50 chaises coque haute, appui sur table, c'est les chaises adaptées pour la cantine. Donc 5 461 € hors taxe. Contrat de location pour tout ce qui concerne les illuminations de Noël, donc 7 565 €. Formation STT du 15 et 16 décembre pour les agents aussi 1 100 €. Je ne sais plus combien il y a d'agents qui participent à cette formation. 10 agents de la commune qui vont y participer. On a demandé aussi à l'architecte Bléaire de faire une étude de faisabilité complémentaire pour les travaux de la mairie de Val-d'Ouz, donc pour un montant de 5 700 €. Fourniture pour la médiathèque 179,61 €. Des fournitures pour les services techniques 237,70 €. On a fait appel aussi à une entreprise pour détruire 2 nids de frelons asiatiques pour un montant de 190 €. C'était des nids de frelons qui étaient en hauteur, les services techniques ne pouvaient pas les faire. Dernier conseil municipal, on avait validé aussi les chèques cadeaux pour les agents à l'occasion des fêtes de fin d'année, donc d'une hauteur de 60 €, donc pour un montant de 3 120 €. Un devis qui a été demandé aussi à l'entreprise de Christophe Chardola pour remplacer une lampe défectueuse à l'église du Roc, 144,41 €. Ensuite, un pack de protection individuelle pour les services techniques dans le cadre de la formation qu'ils ont fait en habilitation électrique. Il leur faut une tenue aussi adaptée. 178,80 €. L'abonnement au Puer Melec a été renouvelé. 81,60 € pour formation STT, donc ils prendront les agents
les 15 et 16 décembre à l'ESA, donc 245,40. Et enfin, forfait hydrofuge pour nettoyer toutes les canalisations à la maison médicale du Clos Jugot. Et l'entreprise interviendra lundi matin, contrôle médical. Donc pour un montant de 500 € hors taxe. Est-ce que vous avez des questions, des précisions à avoir concernant ces décisions? Bonsoir Charlotte, et tu as le pouvoir de Evelyne. Oui, Voilà. désolée pour le retard. Et bonsoir Jannick aussi. Alors, Tu n'as aucun pouvoir. on continue et je vais passer la parole à Jean-Paul pour nous présenter l'approbation des nouveaux statuts de Morbihan Énergie. Alors, c'est des petites choses à la marge. Par délibération en date du 23 septembre 2025, le comité syndical de Morbihan Énergie a approuvé les modifications des statuts du syndicat départemental de l'énergie du Morbihan. Cette modification de statut vise à clarifier les compétences optionnelles et les activités accessoires du syndicat, en particulier la nécessité de mentionner explicitement en compétence statuaire à caractère optionnel la production d'énergie renouvelable. Actualiser les statuts pour intégrer les récentes évolutions administratives, notamment la notion de personne morale organisatrice dans les opérations d'autoconsommation collective d'électricité. Le schéma directeur des infrastructures de charge des véhicules électriques, préciser les conditions dans lesquelles chaque membre transfère au syndicat toute ou partie des compétences qu'il exerce. Mettre à jour l'annexe numéro 1, liste des membres intégrant l'adhésion des nouveaux membres. Belle-Île-en-Mer Communauté, Blavet, Belleville Océan Communauté, Centre Morbihan Communauté, Toulouse-Brocéliande Communauté, Golfe du Morbihan Van Agglomération, Vermel Communauté. Les 13 intercommunalités à fiscalité propre du Morbihan sont désormais membres de Morbihan Énergie. Mettre à jour l'annexe 2, liste des collèges électoraux pour les communes membres de moins 20 000 habitants, tenant compte de la création des communes nouvelles et de l'évolution démographique. Pour que ces modifications soient effectivement en phase de la majorité électorale, l'accord des membres de Morbihan Énergie est nécessaire dans les conditions de majorité qualifiée requises pour la création du lotissement du Code général des collectivités territoriales. Il convient donc que le Conseil municipal se prononce sur les modifications statutaires proposées par Morbihan Énergie. Je vous fais grâce de tous les arrêtés préfectoraux. Approuver les modifications des statuts de Morbihan Énergie ainsi que leur annexe numéro 1 et 2 conformément à la délibération numéro 2025-49 du comité syndical de Morbihan Énergie en date du 23 septembre 2025. J'arrive dans le maire en tout représentant de notifier cette délibération au président de Morbihan Énergie. Est-ce qu'il y a des questions particulières? Ça change quoi? Ça change. C'est leur mutation par rapport à l'énergie renouvelable. C'est ça, c'est surtout cette mention-là qui est rajoutée, la production d'énergie renouvelable qui n'est pas faite, et le fait qu'il y ait des nouveaux membres qui adhèrent aussi. Voilà, donc il doit y avoir la possibilité d'autoconsommation. Voilà. Donc C'est le nouveau statut. il y a 249 communes et 13 intercos qui adhèrent à Morbihan Énergie. Donc, est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre? C'est adopté, merci. Ensuite, on a aussi à approuver le pacte financier et fiscal de Puermel Communauté. C'est un grand travail qu'avait lancé Puermel Communauté depuis plusieurs années pour voir l'état des finances et de la fiscalité sur l'ensemble de ces communes. Donc, je crois que ça a démarré depuis 2021, ce travail. Donc là, on est arrivé à la fin de ce gros travail, de cet état des lieux, et puis des propositions qui sont faites par Puermel Communauté en faveur des différentes communes de ce territoire. Je vais laisser Nathalie nous en dire un peu plus, qu'elle a suivi au niveau de la commission finance de Puermel Communauté tous les travaux, et puis on a eu l'occasion en commission finance ici d'en parler
plusieurs reprises en commission d'adjoint. Oui, donc il y a eu un travail qui a été fait en comprenant toutes les bases fiscales et la richesse de chacune des communes, et sachant qu'il y a des impositions qui reviennent directement à Plan-Mêle Communauté et dont les communes ne perçoivent rien. C'est comme les IFER, tous les trucs éoliens. Donc il y a des communes qui râlaient en fait parce que tout revenait, cette richesse-là, à l'Interco, pas à eux. Il y a aussi ce qu'on appelle le fonds de péréquation de l'intercommunalité des communes, c'est-à-dire l'État fait déjà des ponctions sur les communes les plus riches pour donner aux communes les plus pauvres, pas forcément pauvres, mais dont leurs revenus sont plus moyens, où ils ont mis en place une mutualisation assez forte. Donc ça, par contre, c'est le cas de Plan-Mêle Communauté. Et donc il y a une enveloppe où on peut répartir soit un pourcentage aux communes qu'on reverse et un pourcentage qu'on garde dans le fonds commun de l'Interco. Donc toute cette analyse-là a fait qu'il y a un premier pacte financier et fiscal qui en est ressorti donc, et qui aurait dû être approuvé le 27 novembre dernier en commission. Mais entre-temps, le projet de loi de finances annonce quand même une perte de recettes de 1 million d'euros pour Plan-Mêle Communauté. Cette perte est due à la diminution de 25% de la compensation que versait l'État sur la taxe foncière des entreprises industrielles. Donc la commune de Val-d'Ouz va être concernée aussi, parce qu'on va faire 50 000 euros l'année prochaine sur cette compensation. Donc l'État met des lois en place. Au départ, pour pas que les communes perdent beaucoup, mettre des compensations. Il faut bien savoir que ces compensations, c'est pas vitam aeternam. Là, on est dans une restriction budgétaire assez sévère, mais qui n'est pas encore approuvée, puisque la loi de finances va être approuvée le 23 décembre prochain. Donc, mais dans ce projet de loi, donc, il y avait cette perte-là pour Plan-Mêle Communauté, qui était quand même assez conséquente, plus de 400 000 euros. Ils ont mis en place aussi une ponction. Alors, ils donnent d'un sens et ils reprennent de l'autre. Ils ont appelé ça le DILICO, le dispositif de lissage communal. Donc, selon certains critères, enfin, les grands cadres de Bercy ont fait des formules de calcul magiques et si tu dépasses, hop, on te ponctionne. Donc là, encore 400 000 euros. Et ils ont aussi une perte sur leur DGF, un petit peu comme toutes les communes. Donc ça fait presque 1 million. Donc du coup, là, le projet de pacte fiscal et financier a été revu sur une partie, sur la partie en fait fonds de concours. Il était prévu au départ de reverser sur la durée du mandat, selon des travaux, selon des critères qui avaient été mis en place, c'est surtout pour la rénovation des bâtiments. Donc un peu plus de 2 millions en investissement aux communes. La commune du Val-d'Ouz, vis-à-vis du calcul qui avait été fait, c'était à peu près 97 000 euros. Donc là, Plan-Mêle Communauté a freiné un peu, parce que perdre 1 million, c'est quand même pas rien. C'est 1 million tous les ans quand même. Voire d'autres, peut-être, réglementations qui seront mises, ou prélèvements qui seront mis en place. Donc ils ont annulé ce fonds de concours dans ce projet. Ce sont les élus qui ont décidé lors du conseil communautaire de reporter ce dispositif qui avait été envisagé dans un premier temps, avant effectivement, comme vient de l'expliquer Nathalie, le projet de loi de finances vienne un peu bouleverser tout ça. Et c'est vrai que ces fonds de concours auraient permis à toutes les communes, pour leur projet, de pouvoir solliciter des financements de Plan-Mêle Communauté. Mais les élus, dans leur unanimité, pratiquement, voilà. On dit, ce dispositif, il n'est pas encore mis en place, donc par précaution, on préfère le reporter et puis par contre, maintenir les autres dispositions qui avaient été prévues et qui, là, pour le coup, avantage quand même un petit peu toutes les communes du territoire avec des reversements différents. Plus en section de fonctionnement, parce que du coup, c'est vrai que Plan-Mêle Communauté, on a des projets en cours actuellement, ils ont fait leur PPI pour les 6 prochaines années, donc cette perte conséquente, ils ne peuvent pas l'assumer non plus. Ils ont déjà leurs dépenses à eux à assumer. Donc là, en fait, au niveau du pacte financier et fiscal, en fait, ce qui est revu, c'est la répartition dérogatoire du FPIC, du Fonds de péréquation intercommunale. En fait, c'est la richesse. Plan-Mêle Communauté perçoit à peu près 1 million de cette recette-là. Et jusqu'à aujourd'hui, c'était 56,1% pour les communes et 43,9% pour Plan-Mêle Communauté. Ce qui est prévu là, c'est de faire 40-60 et
pour les 3 prochaines années. C'est le pacte financier et fiscal est prévu pour les 3 prochaines années. Donc la conséquence pour Val-d'Oust, elle n'est pas énorme, hein, que de 45 640 euros, on passerait à 48 843, donc plus 3 203. Et on aurait cette garantie-là quand même pour les 3 prochaines années. Ensuite, ce qui est mis en place, c'est en plus de l'attribution de compensation, c'est la dotation de solidarité communautaire. Donc là, Plan-Mail Communauté, donc c'est dans la section de fonctionnement, hein, donc ils vont mettre une enveloppe de 300 000 euros qui va être redistribuée aux communes. Alors elle va être partagée en 4 valeurs de 75 000 euros pour le calcul. Donc il y aura le potentiel financier et la population de la commune. Donc ça, les 75 000 vis-à-vis de ce critère-là va être partagé. L'écart du revenu de la population à la moyenne de Plan-Mail Communauté, c'est un deuxième critère, à la superficie du territoire de chacune des communes et à l'attribution, enfin, comme on a des communes quand même qui sont très petites et qui ont très peu de moyens financiers, il y aura une autre enveloppe qui sera attribuée plus aux communes de moins de 1000 habitants. Donc, ce qui va donner, en fait, pour la commune de Val-d'Oust, une recette de fonctionnement de 12 615 euros en plus chaque année. 13 123. Avant, mais là, ils l'ont recalculé. Ça, c'est dans la dernière version. Ça fait 12 615. Après, vous avez les détails là, de ce que Nathalie vient d'expliquer dans le... voilà, un résumé, hein, parce que le document est quand même très, très dense aussi, et là, c'est vraiment la synthèse qui est proposée. Donc, voilà. Donc, c'est de faire un effort quand même, hein, un Plan-Mail Communauté pour redonner cet argent aux communes. Ils voient bien que la baisse de toutes les dotations et des subventions impacte toutes les communes et les communes s'appauvrissent. Donc, ils ont été beaucoup sollicités aussi parce que, bah, justement, il y a des prélèvements qui sont faits sur certaines communes qui ont la nuisance et qui n'ont pas la recette. C'est par exemple l'IFER éolien, la Louise, c'est 87 918 euros par an que perçoit la commune. À Guégon, c'est 47 000, l'intercommunalité, je veux dire. Donc au niveau des IFER, Plan-Mail Communauté perçoit 389 834 euros. Donc c'est pour ça que tout ça a été remis à plat. C'est un petit peu pour chacun, mais c'est quand même ça, quoi. L'effort a été fait. C'était vraiment l'objectif de ce pacte financier et fiscal, hein, de garantir une meilleure répartition des ressources sur l'ensemble de la communauté de communes dans un contexte budgétaire que tout le monde aura compris, hein, est de plus en plus contraint et va l'être de plus en plus pour le mandat. Est-ce que vous avez des questions? Alors, on doit juste prendre acte, hein, en fait, de ce pacte fiscal et financier. Est-ce qu'il y a des questions supplémentaires? Donc, on prend acte. Merci. Le point suivant, c'est l'approbation du rapport d'activité 2024 de Plan-Mail Communauté, qui est aussi un document assez important que je vous avais transmis par mail à tous. Et donc là, on reprend juste les grandes lignes de ce rapport d'activité qui comprend vraiment toutes les informations et les actions qui sont entreprises par la communauté de communes. Donc vous aviez une première partie qui reprenait l'organisation communautaire avec la présentation du territoire, les élus communautaires, l'organigramme aussi mutualisé des services, les différentes compétences et la gouvernance. Ensuite, présenter le territoire, un territoire attractif et dynamique, donc au niveau des mobilités. Dans le rapport, il est bien détaillé, hein, tout ce que la communauté de communes propose en termes de mobilité. Même chose pour le développement économique, et là aussi les dispositifs sont nombreux sur notre communauté de communes. Pour le tourisme également. Ensuite, vous aviez la présentation des services de proximité pour la population, donc tout ce qui concerne les accueils de loisirs, le PEL, le projet éducatif local, les actions en faveur de la jeunesse, de la petite enfance,
Les actions sociales aussi sur le territoire, le sport, la culture et les France Service qui étaient bien détaillées. Une action technique et durable pour l'environnement, donc toute la partie environnement et déchets, qui mobilise aussi beaucoup Permet Communauté. Le plan climat et l'économie circulaire, toute la partie assainissement, eau et GEMAPI. Services techniques et voirie, l'aménagement et l'habitat, l'instruction du droit des sols, et système d'information géographique. Et enfin, tout ce qui concerne les moyens pour agir au quotidien dans les systèmes d'information, la commande publique, les affaires juridiques, la stratégie financière, les ressources humaines, la partie communication, le bilan financier, le bilan social. Donc, tout ça, vous avez pu le retrouver dans ce rapport d'activité qui est un document obligatoire que doivent produire ou présenter toutes les communautés de communes à l'ensemble des communes, et les conseils municipaux doivent approuver ce rapport d'activité. Voilà, je ne sais pas si vous l'avez lu tous en détail, si vous avez des questions en particulier, mais c'est un document qui est extrêmement intéressant, qui permet de voir qu'on a une communauté de communes qui est extrêmement dynamique et qui propose énormément de dispositifs en faveur des communes et de la population. Un petit résumé dans les brefs. Et il y a un résumé que Jean-Louis a préparé dans les prochaines brefs de tous ces différents domaines d'action de la communauté de communes. Voilà. Donc on prend acte aussi de ce rapport d'activité. Ensuite, on va revenir sur signature d'une convention avec Permet Communauté pour la mise à disposition d'un agent en vue d'accompagner la commune dans le choix de prestations informatiques. Vous vous rappelez qu'on avait déjà pris une délibération la dernière fois, et signé une convention déjà avec Permet Communauté pour analyser des offres relatives à des prestations informatiques. C'était une convention pour 8 heures. Et en fait, après beaucoup d'échanges entre Emmanuel et le service informatique de Permet Communauté, il s'est avéré quand même plus pertinent de retravailler l'analyse du besoin pour vraiment réécrire un cahier des charges pour tout ce qui concerne la sauvegarde et protection aussi des données, ce qui n'avait pas été vraiment envisagé. Donc il faut plus de... Enfin, bon, voilà, ça sera un travail quand même qui nécessitera beaucoup plus de temps, mais n'empêche qu'en attendant, on a besoin quand même d'un accompagnement. Donc on demande un titre gracieux de 12 heures pour le mois de janvier, parce qu'il y a quand même une urgence à commander du matériel informatique pour les agents. On a plein de matériel qui arrive vraiment en bout de course, et qui commence à poser problème dans le quotidien. Voilà, de perte de temps. Donc en attendant en tout cas qu'on retravaille vraiment ce cahier des charges, qu'on inclut la sauvegarde, la protection des données, on les sollicite à nouveau pour une convention à titre gracieux pour 12 heures par semaine, entre la signature de la convention qui passera en bureau communautaire lundi et puis le 31 janvier. Bon, voilà. Vous m'autorisez à signer cette convention à titre gracieux. Merci. Nathalie, je vais te repasser la parole pour m'autoriser aussi à ouvrir le cadre des crédits budgétaires d'investissement avant le vote du budget. Hein, c'est ce qu'on a fait aussi l'autre soir en syndicat sportif pour le président. Voilà. Alors, je vais lire un petit peu la délibération. En fait, dans le cas où le budget de collectivité territoriale n'a pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif de la collectivité territoriale est en droit, jusqu'à l'adoption du budget, de mettre en recouvrement des recettes et des dépenses, et d'engager des liquidités, et de mandater des dépenses de la section de fonctionnement dans la limite de 16 inscrits au budget de l'année précédente. Ouais, ça se fait automatiquement en section de fonctionnement. On a le droit de consommer les 25% des crédits de l'année antérieure. Par contre, il est en droit de mandater des dépenses afférentes au remboursement du capital des annuités de la dette venant à échéance avant le vote du budget. Ça, c'est une obligation, donc ça ne pose pas de problème. Mais en outre, jusqu'à l'adoption du budget, soit le 15 avril ou le 30 avril, quand les élections ont cours,
En l'absence d'adoption du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur autorisation de l'organe délibérante, engager, liquider et mandater des dépenses d'investissement dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. Donc, il faut savoir que le budget 2025 était à hauteur de 4 375 361,46. Donc, c'est que sauf les encours de dette, donc le chapitre 16. Donc, au vu de ça, 25%, ça fait 1 93 480,36 centimes. Donc, en fait, après, c'est puisqu'on vote un budget au chapitre, donc au chapitre 20, on aura le droit de dépenser 15 000 euros, au 204, 12 500, immobilisation incorporelle, 4 840,37, immobilisation corporelle, 187 750 euros, et le 23, qui est le chapitre le plus important, 873 750 euros. Donc, il est donc proposé au Conseil municipal d'autoriser Madame le maire à engager des dépenses d'investissement nécessaires jusqu'à la hauteur de 1 93 840,37 euros en attendant le vote du budget positif 2026. Est-ce que vous avez des questions? Non. Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Merci. Et Nathalie, je te laisse poursuivre sur l'ouverture de la ligne de trésorerie. Voilà, là on anticipe un petit peu ce qu'en fin d'année, donc il y avait encore un versement d'avance pour le centre culturel de 500 000 euros, là, 542 000. Donc il reste à peu près 500 000 euros en trésorerie. Donc ça peut aller très vite, hein, puisqu'on va avoir encore des acomptes sur des travaux d'eau pluviale. Donc, mais avant de contracter un emprunt, il est bien quand même de passer par cette ligne de trésorerie, parce que moi j'ai conseillé plutôt de passer par une ligne de trésorerie, parce que donc là on aura tout payé pour le centre culturel, mais c'est souvent à la fin qu'on perçoit les subventions, qu'on va percevoir du FCTVA, donc des recettes vont venir quand même combler, et ce serait plus judicieux de voir en juillet, voire septembre, le besoin réel d'emprunt. Donc là, ce qu'il est proposé, c'est 1 million d'euros de ligne de trésorerie, vis-à-vis des analyses des offres qu'on a demandées au Crédit Agricole, à la Caisse d'épargne, la Banque Postale et le Crédit Mutuel. Certains ont proposé un prêt relais, c'est-à-dire de 24 mois, mais le coût est beaucoup plus important. Donc là, il est plus judicieux de partir sur une ligne de trésorerie. Et la ligne de trésorerie la plus intéressante, c'est la Caisse d'épargne avec 1 million d'euros et qui est indexée sur l'Ester. Donc l'Ester, c'est la moyenne des taux courts, dont l'Euribor fait partie. Donc là, ce serait 1,93 le taux de l'Ester aujourd'hui, plus 0,55 l'Ester, plus la marge qu'il propose, donc 1,93. Donc voilà ce qui est proposé. Parce que sinon, les prêts, les taux des emprunts, c'est entre 3 et 3,5 à l'heure actuelle. Donc il faudra voir aussi l'évolution au cours de l'année prochaine, s'il y a un envolé. Ça, c'est pas la peine d'emprunter plus que nécessaire, et cette ligne de trésorerie permet vraiment de pallier le décalage entre ce qu'on a à payer et puis avant qu'on reçoive les recettes dues pour les opérations en cours. Voilà. Donc, si vous en êtes d'accord, eh bien, on propose de retenir la caisse d'épargne, donc pour une ligne de trésorerie à hauteur de 1 million pour une durée d'un an, et puis avoir après comment. Je pense qu'il y aura besoin, après, à un moment donné, quand même, à la fin de la construction du centre culturel et puis l'aménagement de la nouvelle mairie, d'avoir un recours à l'emprunt. C'est ce qui était prévu de toute façon dans le pays, il y a à peu près 800 000 euros. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des abstentions? Des votes contre? Bien, merci. Ensuite, un autre point aussi concernant des indemnités forfaitaires pour les fonctions itinérantes. Alors, les fonctions itinérantes, c'est les déplacements que les agents de la commune font à l'intérieur de la commune. Parce que quand les agents vont à l'extérieur de la commune, on a déjà pris une délibération pour qu'ils puissent
d'être remboursés de leurs frais de déplacement. Mais il s'avère qu'on a des agents qui font beaucoup de trajets aussi dans la commune et qui n'ont pas de voiture de service comme peuvent l'avoir les services techniques. Donc, ils utilisent leur propre véhicule pour se déplacer. Et là, on ne peut pas en fait prendre en charge ces déplacements. Donc, ce qui est proposé, c'est qu'on prenne une délibération, alors qui concernerait uniquement les déplacements fréquents, voire quotidiens à l'intérieur d'une même commune. Et à partir du moment où, évidemment, l'agent ne peut pas disposer d'un véhicule de service. Alors, il y a un montant maximum annuel de cette indemnité qui est fixé à 615 €. Mais si vous regardez le tableau qui suit, les différentes fonctions itinérantes, ça concernerait la DGS pour les déplacements donc, à l'intérieur de la commune à partir du moment où c'est fréquent, voire quotidien. Donc, pour un montant maximum de 100 €. L'agent d'entretien des bâtiments communaux, on a aussi un agent qui fait la salle Akili, qui fait bachelier, qui va aussi à la chapelle et qui prend son propre véhicule et qui en fait beaucoup, puisqu'elle intervient 3 fois par semaine. Et c'est vrai qu'il est impossible, dans l'état actuel, de prendre en charge ces déplacements. L'agent responsable du pôle culturel aussi, qui fait beaucoup de déplacements à l'intérieur de la commune. La personne qu'on va aussi recruter pour le pôle culturel. L'agent responsable de la cantine scolaire, qui vient régulièrement aussi d'une mairie à une autre, pour les histoires de tablettes ou autre chose, et puis l'agent en charge de la garderie aussi de la pause méridienne. Donc vous voyez que les montants ne sont pas extrêmement élevés, ils sont proposés en tout cas en fonction des déplacements que font les différents agents sur la commune. Voilà, même si tout utilisé, ça serait, j'avais calculé, on arrive à 1030 € maximum sur l'année. Et donc, il est proposé que ces déplacements soient payés, cette indemnité soit payée en fin d'année et en une fois pour chacun des agents. On a eu quelques demandes quand même en ce sens par moment. C'est vrai qu'on s'est dit aussi que les services techniques voyagent beaucoup sur la commune, mais ils ont tous les véhicules de service. Ce n'est pas le cas pour les autres agents. Donc voilà, ça permet de pas les désavantager aussi à ce niveau-là. Donc si vous en êtes d'accord, alors c'était pas forcément facile de mettre des sommes en face, peut-être que ça pourra évaluer, mais voilà, on se dit que c'est à peu près ce qui correspond aux différents déplacements de nos agents. J'ai fait un calcul à partir d'une moyenne de déplacements par jour par le barème fiscal applicable. Voilà, c'est vraiment un calcul. Il faudra sans doute le réévaluer peut-être l'année prochaine, voir un peu. Les agents pourraient marquer pour voir Oui, exactement tout à le nombre de fait. kilomètres donnés. C'est vrai qu'on part de rien. Donc, si vous en êtes d'accord, voilà. On met en place à partir du 1er janvier cette indemnité forfaitaire en cas de fonction essentiellement itinérante, conformément au tableau qu'on vient de vous présenter, et dire aussi que l'indemnité sera versée une fois par an en décembre de l'année N. Il tiendra compte de la durée de présence de l'agent au cours de l'année N et de sa position administrative en cas de changement d'affectation et de fonction. Pas de vote contre, pas d'abstention. Donc, merci. On passe ensuite à la partie travaux. Ça concerne le pôle culturel et associatif. Et là, c'est le choix de l'entreprise pour l'acquisition du mobilier. Vous savez qu'on a lancé une consultation, procédure adaptée pour l'acquisition de ce mobilier. La consultation elle avait démarré le 27 octobre. Il y avait une réponse qui était attendue pour le 17 novembre. 9 entreprises avaient retiré le dossier de consultation, mais une seule a répondu, à savoir donc l'entreprise IDM qui est basée à Nantes, et qui est une entreprise spécialisée dans le mobilier notamment de médiathèques, pas que, mais voilà, pour beaucoup de centres culturels, de médiathèques, de salles polyvalentes. La commission d'appel d'offres s'est réunie vendredi dernier. Il y avait Marcel qui était présent, Pierrette, Pierre et puis Martine aussi qui était présente, donc avec l'architecte auquel on avait donné la mission mobilier, donc
architecte avec laquelle on a vraiment repris tout ce qui avait été commandé, tout ce qui est proposé. Ce que vous avez le détail d'ailleurs aussi avec vous. Ça fait beaucoup de choses. En termes de mobilier, vous l'avez pas avec Ah, vous l'aviez peut-être reçu. Après, c'était le détail quantitatif, estimatif. C'est toutes les. Oui, bah oui, voilà, ça faisait beaucoup. C'était tout ce qui concerne les rayonnages, les chaises, les tables, voilà, tout ce qui est nécessaire, la tour à manga, plein de choses. Les bureaux, les lampes, voilà, les canapés de lecture, etc. Tout ce qui va équiper le patio. Donc l'offre remise par IDM en tout cas avait été jugée recevable et donc la commission d'appel d'offres a donné un avis favorable pour attribuer le marché à l'entreprise IDM pour un montant donc hors taxe de 138 009,59. Donc on est dans l'enveloppe, parce que c'était même une enveloppe un peu supérieure, c'était 155. 155, voilà, c'était vraiment le plafond. Donc on est dans les clous à ce niveau-là. La commission d'appel d'offres a été assez longue quand même, parce qu'on a demandé de retirer certaines choses que nous n'avions pas demandées, qui nous avaient été rajoutées. Donc il faut être un peu vigilant. On s'est rendu compte qu'il y a des choses qui arrivent là un petit peu par hasard. Et, on a un architecte, mais ça, on n'avait pas demandé, non, effectivement. Donc on a retiré, je ne sais plus, 5 ou 6 000 euros assez rapidement pendant la commission d'appel d'offres. Donc en tout cas, si vous en êtes d'accord, on vous demande de valider l'avis de commission d'appel d'offres et d'attribuer donc le marché de fourniture mobilier à l'entreprise IDM située à Nantes, donc pour un montant hors taxe de 138 009,59 euros. Pas d'abstention, pas de vote contre, donc merci. Alors ensuite, on va passer à 3 points sur les créations d'emplois permanents. Alors, on en avait déjà fait, mais là on revient, je vous explique pourquoi. Le dernier conseil municipal, on avait créé un emploi permanent pour recruter une personne à hauteur de 80% pour venir compléter les effectifs au pôle culturel. Entre-temps, on a eu un échange avec Anna, qui nous a fait part de son souhait de passer à 100%. Donc elle était à 80%, elle souhaitait passer à 100%. Donc voilà, sa demande était recevable. Là. Elle a fait beaucoup de calculs et elle dit que par rapport à la cohérence aussi, au planning qui va être mis en place, c'était un souhait de passer à 100%. Donc ce qui est proposé là, c'est de créer ce poste donc à 100% pour Anna au grade d'adjoint territorial du patrimoine, et du coup de revenir sur la délibération qu'on avait prise, qu'on avait créé un poste à 80%, et là donc de descendre du coup et de le créer à 60% et non pas à 80% comme ça avait été fait la dernière fois. Donc ça revient au même, seulement au lieu d'avoir 2 personnes à 80%, on en a une à 100% et on en a une autre à 60%. Voilà. On a dit comme ça revenait au même que ce qui avait été décidé la dernière fois. Voilà. Et on a revu Anna aussi, et c'est vrai que c'était plus cohérent que ce soit à 60%. Donc c'est pas des créations, d'autres créations. Et en tout cas, ça nous permettra de recruter cette personne-là assez rapidement. Et du coup, on a attendu ce conseil municipal avant de lancer l'offre d'emploi. Pour un recrutement au 1er avril. Oui, pour un recrutement au 1er avril, de toute façon, même si là aussi, on avait souhaité que le recrutement puisse se faire avant. Mais voilà, la DRAC ne subventionne le poste qu'à partir du mois d'avril. Donc si vous en êtes d'accord, on fait cette création donc 100% grade d'adjoint territorial du patrimoine, et puis un autre poste donc à 60%, donc création d'un emploi permanent à temps non complet dans le cadre aussi d'un emploi d'adjoint territorial du patrimoine.
Abstention? D'accord. Et donc on arrive ensuite à l'autre délibération pour l'autorisation de recrutement d'agents contractuels remplaçants. Bon, je vais vous lire, hein, puisque la délibération, c'est la première fois qu'on prend une délibération dans ce sens-là. Donc voilà, je vous informe, hein, qu'on peut prévoir la possibilité de recruter des agents contractuels pour assurer le remplacement temporaire d'agents publics territoriaux sur emploi permanent autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un détachement de courte durée, d'une disponibilité de courte durée prononcée d'office de droit ou sur demande pour raison familiale, d'un détachement pour l'accomplissement d'un stage ou d'une période de scolarité préalable à la titularisation, dans un corps ou un cadre d'emploi de fonctionnaire ou poursuivre un cycle de préparation à un concours donnant accès à un corps ou un cadre d'emploi, d'un congé régulièrement accordé en application du Code général de la fonction publique ou de tout autre congé régulièrement octroyé en application des dispositions réglementaires applicables aux agents contractuels de la fonction publique territoriale. Cette petite introduction, elle permet en fait de mettre toutes les situations possibles en avant et de prendre une délibération qui ne nous obligera plus à revenir là-dessus selon les différentes situations de nos agents. Et donc, voilà, les besoins du service peuvent justifier le remplacement rapide de fonctionnaires territoriaux d'agents contractuels indisponibles. Et ces contrats, et c'est ça qui est important aussi, ces contrats peuvent prendre effet avant le départ de l'agent à remplacer. Et ils peuvent également être renouvelés par décision expresse dans la limite de la durée de l'absence de l'agent public territorial à remplacer. Et voilà, on a été amené aussi à prendre cette délibération parce que tout le monde est au courant maintenant que Tiffaine sera en congé maternité, mais ce congé maternité n'est prévu que normalement au mois de mars, mais qu'elle est en arrêt de travail là, voilà, et peut-être qu'elle le sera à nouveau là jusqu'au 21 décembre. Bon, après, elle a une semaine de congé qu'elle avait déjà positionné, et puis ensuite, on ne sait pas exactement. Et donc, l'idée, c'est quand même de pouvoir de recruter quelqu'un pour son remplacement, et que même si Tiffaine revenait, ce qu'on souhaite, il puisse avoir une période de tuilage entre les deux. Et donc, cette délibération indique bien que les contrats peuvent prendre effet avant le départ de l'agent à remplacer. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la période de tuilage, elle n'est pas... c'est difficile en fait, parce que cette délibération le permet, puisqu'elle dit bien avant, parce que sinon on ne pourrait pas. On ne pourrait pas, sauf à créer un poste. Voilà. Et créer un poste, si c'est pour une période limitée, c'est pas non plus. Donc c'est vrai que c'est extrêmement complexe. Les ressources humaines en fonction publique, c'est quand même très compliqué. Il faut vraiment... moi j'ai pris attache auprès du centre de gestion et on a vraiment échangé, et c'est vraiment la délibération qui va permettre, donc si Tiffaine ne revient pas, la délibération elle est ok, si Tiffaine revient, cette délibération permet cette période de tuilage. Il y a des élections en même temps, plus la poste avec les colis, j'imagine. C'est très chaud. On se rend compte que c'est pour ça, vous avez dit aussi qu'on ferme l'agence postale et la mairie tous les lundis au mois de décembre, parce que c'est pas possible de faire travailler Patricia du lundi au samedi midi, même si Patricia est très volontaire et accepte même de revenir un petit peu pendant les congés de Noël, mais voilà, c'est pas possible non plus, il ne faut pas épuiser les agents. Voilà. Puis là, c'est vrai que la Poste génère énormément de passages. Encore plus en ce moment avec les règles. C'est vrai que la Poste génère énormément de venues.
Pardon. Et par rapport aux responsables techniques, Voilà, c'est la délibération, ça permet voilà, aussi, elle est vraiment faite pour tout remplacement. Alors juste pour information, donc au niveau du service technique, on a également passé une annonce pour l'éventualité de pouvoir remplacer Corinne. Alors à ce jour, autant je suis noyée sur les candidatures pour le remplacement de Titane. Alors, ce n'est pas forcément des profils qui correspondent, mais alors là, je suis à pas loin de 100 candidatures depuis le début de la semaine. Entre pour le remplacement du service technique, eh bien, je n'en ai pas. Et Corinne est en arrêt aussi jusqu'au 19 décembre. Et on sait que ça va être prolongé, mais pour l'instant, l'arrêt n'est que jusqu'au 19 décembre. Donc cette délibération permet aussi d'anticiper les choses. Sachant qu'en plus, au service technique, ce n'est pas forcément quelqu'un de terrain dont on a besoin. C'est vraiment quelqu'un qui puisse manager l'équipe, Faire les arrêtés, des DICT, des DT, enfin voilà. Donc C'est technique quand même. c'est très technique. Moi, j'ai 7 paliers pour le moment, accompagné de Pierre et Jean-Paul. Voilà, mais c'est vrai que c'est compliqué. C'est compliqué. est-ce qu'on arrête l'emploi d'emploi? Pour Pour, la partie oui, administrative, on peut là. Oui, parce que là, oui. Merci On Jean-Louis, a- mais on a- c'est vrai que... une centaine de candidats, bon, on en a, je dirais 5, 6 qui pourraient correspondre. Mais là, oui, c'est-à-dire qu'en fait, il faut passer par France Travail, parce qu'on n'a pas, on ne peut pas passer l'annonce sur emploi territorial. C'est pourtant le site, c'est les nouvelles règles. Les CDG bretons ont décidé de ne plus faire passer d'annonce pour des remplacements de moins de 12 mois. C'est nouveau. Alors, le CDG du 35 accepte, mais lui, il faut payer. Mais comme on n'est pas CDG 35, on ne peut même pas. Donc, c'est déjà très compliqué. difficile parce qu'on est noyé dans France Travail. Et donc là, pour un poste d'agent d'accueil, eh bien, j'ai 90% d'annonces pour des secrétaires, mais voilà, il n'y a pas la notion d'état civil, d'élection. Et comme on n'a pas le temps aussi, une personne qu'on aurait le temps de former, pourrait peut-être imaginer, mais là, on ne peut pas. Tout à fait. C'est la difficulté. C'est un service de remplacement. Ah oui, oui, mais même au service technique, on les a sollicités, notamment aussi pour le poste technique. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Là, le centre de gestion du Morbihan va relancer. Alors, ils font ce qu'on appelle des DU, là, des formations de 2 mois, pour former voilà, des secrétaires, etc. Là, j'ai eu le centre de gestion. Ils relancent une formation en début janvier, mais ils ont énormément. Alors, c'est impressionnant parce qu'il y a beaucoup de personnes finalement qui postulent, mais en même temps qui n'ont pas le profil, et eux ne trouvent pas les personnes pour suivre ces formations. Ça va être une vraie problématique pour les collectivités aujourd'hui et demain. Je sais que sur certains territoires, il y a des EPCI qui réfléchissent en interne à former des personnels qui mutualisent sur les communes. Je pense qu'à un moment donné, il va falloir... Après, il y a aussi... Cet après-midi, nous, on a fait un recrutement parce qu'on a un agent ATSEM qui part à la retraite au mois de mars, donc on a reçu des candidatures. Et une des personnes qu'on avait retenues pour l'entretien, justement, fait partie d'une brigade sur Vannes qui a été créée pour faire des remplacements d'ATSEM. Et parce que ça, c'est pareil, un ATSEM, c'est au pied levé, pour remplacer autant des services où même si 2-3 jours, il n'y a pas, là, on est soit au niveau des personnes âgées ou des enfants, il faut vraiment avoir la présence physique d'une personne. Donc, ce que je lui demandais, si ça dépendait du centre de gestion, elle dit non, c'est Vannes, c'est l'association avec les communes pour créer ça. Et je sais que Plan-Mail communautaire en avait parlé à un moment donné aussi. Ouais. Est-ce qu'il y a des abstentions? Est-ce qu'il y a des votes contre par rapport à cette délibération? Donc merci, on a fini pour la partie délibération, on arrive aux questions et informations diverses. Donc la
première information, c'est pour le raccordement de la salle du Val-Chevrier au réseau eau usée. Le dernier conseil municipal, on avait validé l'emplacement du poste de refoulement derrière la salle du Val-Chevrier. Et maintenant, donc, il faut donc faire le raccordement. Voilà. Parce que la salle n'est pas toute raccordée, il n'y a plus personne raccordée. Donc les cuisines, par exemple, ne sont pas raccordées. Donc on a demandé à l'entreprise qui fait les l'eau usée sur la commune de nous proposer une prestation, de nous faire un devis pour la raccorder puisque les machines sont sur place. Donc le mieux, c'est de pouvoir au moins avoir une proposition. Et donc pour le raccordement, il y en a pour 10 138 qui va, qui raccorde l'arrière de la salle pour revenir jusqu'à cette cuve. Et c'est une obligation, c'est une séparateur de graisse, parce que pour le moment c'est une cuve qui n'est pas énorme. Donc il la remplace par une autre citerne qui va être aux normes, qui récupère les graisses. Et après, il va falloir qu'on passe une convention avec l'entreprise qui reviendra chercher les graisses une fois par an. Et donc pour ce séparateur, c'est 10 230 €. Et si on ne profite pas de l'occasion, après il va falloir faire revenir une autre entreprise, il va falloir tout redéfaire pour Ça Non, sera plus cher. ça sera plus cher, je pense. Il faut le raccorder maintenant. Voilà. Donc voilà. On prend la décision de réaliser les travaux de raccordement de la salle du Val-Chevrier au réseau d'assainissement collectif, donc par l'entreprise TPC Ouest, pour un montant option comprise de 28 378 €. Alors, un autre point concerne l'urbanisme. On n'a pas eu le temps de faire une commission urbanisme parce que la demande elle est récente et assez urgente et importante. Donc j'ai reçu une dentiste il y a quelques semaines qui souhaite s'installer sur la commune et elle aimerait bien s'installer sur la commune à proximité du pôle médical, au Clos Joubeau. Donc elle souhaiterait en fait avoir une parcelle entre 600 et 700 mètres carrés pour installer son propre bâtiment d'une centaine de mètres carrés, mais en tout cas elle veut être propriétaire de sa parcelle et de son bâtiment à côté du pôle médical. C'est assez cohérent. Donc la commune est propriétaire de la parcelle qui est située entre le pôle médical et la Pierre à l'œuvre. C'est une parcelle qui fait 3789 mètres carrés, donc qui peut recevoir ce type d'activité, des équipements d'intérêt collectif et des services publics, donc ça ne pose pas de problème. Au niveau de l'urbanisme, il y a deux contraintes quand même sur cette parcelle. Il y a la haie protégée à l'est de la parcelle, donc il y a une bande de 5 à 10 mètres qui est inconstructible en fond de parcelle. Et puis il y a la ligne aérienne aussi qui traverse l'intégralité du terrain, qui passe déjà sur le parking aussi de la maison médicale, mais dans laquelle il faut la prendre en compte dans un schéma d'aménagement. Voilà. Donc voilà, on le sait tous à quel point c'est important d'avoir une offre de soins diversifiée et de proximité. Là, il y a une possibilité de voir venir s'installer une dentiste. Elle aimerait que son installation soit effective pour le mois de septembre 2026. Donc on espère que ça pourra se concrétiser. Donc on a déjà commencé à travailler avec le cabinet M. Rocabois du cabinet ATEC. Dans un premier temps, c'était juste pour qu'il nous fasse une proposition d'aménagement de cette parcelle pour qu'on puisse libérer une parcelle pour le projet de ce professionnel de santé et ne pas pénaliser évidemment tout le reste de la parcelle pour d'autres projets d'installation. Et je pense qu'il y en aura d'autres d'ailleurs à venir. Donc vous avez le schéma de la parcelle et l'idée ça serait quand même de faire au moins 4 de retirer dans un premier temps un lot et puis d'envisager 3 ou 4 autres lots après sur cette parcelle. Il faut l'organisation d'aménagement. Mais il faut l'organisation. C'est-à-dire que là, dans un premier temps, pour aller assez rapidement et répondre aux besoins de la personne, c'est oui de faire un détachement, donc une parcelle, ce qui vous laisse le temps ensuite
de réfléchir à ce que vous voulez vraiment. Alors, M. Rocabois, là, en l'occurrence, il a en charge de travailler sur la parcelle pour savoir à quel endroit il est plus judicieux de détacher une parcelle d'environ 600 mètres carrés, on va dire, pour répondre aux besoins de la personne, et ce qui laisse après le temps d'aménager, enfin, une certaine surface à aménager selon vos attentes, et qui peut se faire ensuite dans un second temps, sachant qu'à ce moment-là, il s'agira de déposer un permis d'aménager. Voilà, là, on fera Il prendra plus de temps, mais notre objectif, c'est vraiment qu'on puisse être opérationnel et lui permettre cette installation au mois de septembre. Parce qu'il ne demande pas le permis d'aménager cette parcelle Non, avant non, de- non, c'est- Et on avait un petit peu sollicité Karine pour se renseigner. Non. Non, il n'y a pas d'OAP sur cette parcelle-là. Après, il y a une sacrée. Oui, voilà, il y a aussi modulation, une hein. Sur l'arrière de la des parcelles. Oui, mais c'est pas de problème, ça peut se faire. Oui, moi je suis repassée ce midi, je suis même allée derrière le pôle médical pour voir la parcelle. Ah, Il y a aussi Le parking. Ça a été photo et tout. Donc là, c'était voilà, Ça a c'était été une. beaucoup travaillé au moment de la création de la maison médicale. Mais c'est des terrains qui sont plutôt plats. Non, mais parce qu'il y a eu Des mouvements de des terre. mouvements de terre qui ont été faits. Avec- Oui, parce qu'avant c'était Naturellement, agricole. le terrain est plutôt plat. Voilà. Ah bon, peut-être. Là, pour l'instant, aujourd'hui, c'était juste à titre d'information. Évidemment, quand le projet sera plus avancé et quand on pourra le mettre en vente, parce qu'on n'a pas non plus du tout pour l'instant défini de prix de vente, il faudra qu'on le fasse assez rapidement et qu'on en parle justement en commission urbanisme, parce que voilà, si on veut qu'elle puisse déposer son permis de construire assez tôt avec les 3 mois de délai d'instruction, parce que c'est un ERP, voilà, et puis ça va, le prix du terrain va aussi quand même déterminer certaines choses. Mais c'est une bonne nouvelle. Voilà. On va tout faire en tout cas pour que ça arrive à son terme. Voilà. Ensuite, il y avait le projet cheminage. On en a parlé à plusieurs reprises aussi. Le projet cheminage, c'est le projet d'habitat participatif dans le bourg. Donc, ils ont bien avancé dans leur projet. Donc, ils ont sollicité la commune officiellement pour une demande de garantie d'emprunt, donc pour un prêt locatif social. Donc, c'est un courrier qui est arrivé là le 25 novembre. Ils ont sollicité aussi le département, la région et PERMEL Communauté, et il y a une réunion qui est prévue la semaine prochaine avec eux et les autres partenaires. Et donc, je vous lis la demande de garantie d'emprunt pour ce prêt locatif social. Donc voilà, nous venons vous exposer par la présente notre demande de garantie d'emprunt pour un prêt locatif social, un PLS, que nous envisageons de contracter auprès de la Caisse d'épargne Bretagne Pays de la Loire, montant estimé à ce stade de 1 million. Après sa création fin 2024, donc la SAS Coopérative d'Habitants Cheminage a acquis le 7 février 2025, bien situé au 17 rue du Val, donc Croc-Saint-André, Val 12. Le projet qui sous-tend cet achat est la réalisation d'un habitat participatif pour 8 foyers au total, dont 6 déjà engagés dont sont seniors, retraités ou non, comprenant 4 foyers solo. Nous souhaitons promouvoir cette forme d'habiter ensemble autrement, où la solidarité, l'entraide et la mutualisation sont des valeurs et des pratiques fondamentales. Les habitants actuellement engagés dans le projet relèvent tous des plafonds sociaux du logement social. Notre projet contribuera également à la densification du centre-bourg et à la limitation de l'emprise au sol, donc petite surface de logement individuel. La forme juridique a été choisie pour mettre en place une propriété collective limitée au démarrage les apports des associés. Et pour son aspect anti-spéculatif, la coopérative demeurera propriétaire du patrimoine et ne pourra le revendre le cas échéant avec bénéfice. En tant qu'habitants, nous serons donc locataires de la SAS coopérative. Nous devons également encadrer ces loyers destinés principalement à des revenus modestes. Le montage financier donc s'articule autour d'apports des associés, de subventions attendues et d'un emprunt pour financer 5 nouvelles constructions écologiques ainsi que la transformation de la maison existante
en 3 logements avec entrée séparée et un studio. Des espaces mutualisés de vie commune seront également réalisés. À cette fin, donc, nous sollicitons une demande d'agrément de prêt locatif social d'investisseurs auprès de la DTTM du Morbihan, car nous sommes éligibles à ce prêt qui est fondamental pour la viabilité du projet. La caisse d'épargne que nous avons sollicitée sur le dossier nous indique qu'une garantie à 100% par des collectivités territoriales est une des conditions obligatoires pour l'obtention de ce prêt. Les autres banques agréées tenant le même discours. Donc voilà, en vous remerciant pour l'attention que vous porterez à notre demande. Et puis, sont annexés évidemment tous les documents qui étaient demandés par Pleuhermel Communauté aussi avant de se prononcer sur cette garantie d'emprunt. Donc là, la demande officielle, elle est faite. Elle est à hauteur de 1 million, donc c'est une somme qui est importante. Les collectivités sont régulièrement quand même sollicitées pour garantir des emprunts. C'est ce qu'on avait fait pour les bâtiments de l'extension de l'école Saint-Jean-de-Valois. La commune était garante de l'emprunt. Je ne sais plus, en 2022, peut-être 2024. Je sais. Voilà. Et puis on a pu l'être aussi dans le passé pour d'autres projets. Oui, moins conséquent. Donc là, il n'est pas demandé évidemment parce que ce n'est pas inscrit en termes de délibération. Puis la demande est arrivée là, fin du mois. Pour l'instant, on ne sait pas non plus quelle va être la position de Pleuhermel Communauté ni du département. Tout ça est en cours. Je vais quand même vous lire le courrier, dire qu'il y a cette demande. Peut-être voir s'il y aura un accord de principe quand même du conseil municipal pour accompagner ce projet et donc garantir un emprunt. Alors, je ne sais pas, est-ce que déjà il y a un accord de principe, est-ce que c'est plutôt à 20%, 25% voilà, je ne prendrais pas les 100% de garantie. Ah non, pour moi c'est impossible, puis c'est même pas, faut pas le faire, et c'est pas du tout le souhait. Le souhait, ça serait vraiment que toutes les collectivités, voilà, de partager en fait. Entre les différentes collectivités. Mais alors après, peut-être qu'ils n'ont pas le droit, mais le premier financeur des logements sociaux, c'est la Banque des Territoires, qui n'ont pas sollicité. Alors, est-ce qu'ils ont le droit on avait parlé à un des rendez-vous de la Banque des Territoires. Alors, ils sont accompagnés dans leur projet par un maître d'œuvre qui les suit, qui a fourni énormément de documents qui ont été analysés aussi par Pleuhermel Communauté. Donc, je pense que la question reviendra aussi à un prochain niveau au conseil communautaire. Voilà, là, ce soir, c'était un accord de principe et se dire que, est-ce qu'on irait jusqu'à 25%, ou plus, 25%, c'est déjà pas mal sur 1 million. 1 million, ça serait une garantie d'emprunt sur 250 000 euros. Après, normalement. La question, est-ce qu'on met la variable d'ajustement par rapport au département? Si c'est obligé d'aller à 100%. Et voilà, c'est. Il faut peut-être attendre d'avoir tous C'est pour ça. éléments. C'était juste un principe. Il y a cette réunion qui est prévue mercredi prochain. Je pense qu'on aura plus d'informations et on reviendra lors du conseil du 18 février. Et là, ça sera une délibération à prendre. On fait comme ça? Mais il y aura après distribution de vin chaud et de chocolat en attendant le feu d'artifice et après le feu d'artifice. D'autres choses? Pour le 20 décembre, j'aurai besoin de coups de main pour allumer des lampioles parce que ce n'est pas une fois donc, tous ceux qui seront disponibles à partir de 18h, 18h30, puisque le départ du film de lampion, c'est 18h30. Je pensais qu'on devait être l'après-midi. Ah ouais, on avait dit qu'il fallait le Non, faire on après. préparer, On va pas les allumer. Pour les allumer. Non, mais mieux dire vers 17h. C'était préparé, Cette année, on va anticiper le montage, par contre. Ils sont distribués dans la salle du Bal-Chambrier, dans le parti Local. Le local, Dans le temps, là. Ah non, le tableau. Allez, Oui, on va pas faire.
Il y aura aussi un passage du Père Noël dans les deux cantines, donc je ne sais plus, c'est le 18 et le 19 à la cantine à la Chapelle Carreau, et puis avec distribution de bonbons. Et puis à l'ESAT, la même chose. Et le 17, c'est la préparation des petits sacs de bonbons, donc s'il y en a qui sont disponibles. Et puis, autre remarque aussi, vous avez vu qu'il y a eu des décorations là devant la mairie, il y en a aussi à la chapelle et à la cantine notamment, et ici il y en a plein aussi à l'intérieur de la mairie, de l'agence postale, donc ce sont les jeunes retraités ou salariés de l'ESAT qui sont suivis par le service d'accompagnement à la vie sociale qui les ont réalisés, qui sont venus les mettre avec beaucoup de fierté. Donc, voilà. Donc, c'était à leur initiative, ils avaient proposé de faire les gros sucres d'orge et puis les tasses, enfin voilà. Donc, on leur avait laissé la liberté de proposer des choses. Et à la cantine, à la chapelle, ils en ont mis aussi beaucoup, notamment dans le hall d'entrée. C'est un bon partenariat. Le 20 décembre, du coup, c'est à quelle heure la préparation des enfants? 17h, 17h30, je pense. Oui, moi je pense qu'on peut 17h. venir 17h. avant, comme ça on met les lampions, on les prépare et après on les allume. Ouais. Ça dépend combien de thé. Ouais. C'est toujours pareil. surtout ça. Il vaut mieux être prêt avant. Une dizaine, ça va être, si on est 4, c'est 2 fois plus de temps. On va mettre 17h et puis d'être prêt à l'avance. Oui, l'année dernière on était nombreux pour les faire, mais il y avait du vent. Du coup, il y a eu la foule quand même. Et puis les gens étaient arrivés tous ensemble. Eh bien, nous avons fait le part si vous avez autre chose. Oui, dernier conseil municipal de l'année, merci à tous. Qui pourra venir préparer les lampions? Moi, je sais pas, moi, je prends. Qui pourra venir préparer les lampions? Oh là là. Oh, il y aura des lampions. Ça va pas mettre longtemps à deux. Ah, On est. Je vais essayer de C'est bon? Il y aura de la lutte. C'est pas un peu trop. C'est pas mal. Très bien. Lydia, retour sur les élections et l'installation du conseil municipal des enfants. J'avais mis à l'ordre du jour. Je ne sais pas si tu veux nous dire quelques mots. Bon, ça va être rapide, ça s'est très bien passé. L'installation s'est aussi très bien passée. Je tiens d'ailleurs à remercier fortement Emmanuel qui m'a accompagnée dans ce beau projet et qui a permis enfin de mettre en place ce conseil municipal des enfants. Et puis merci aux élus aussi qui étaient présents samedi, nombreux, pour la remise officielle des écharpes et pour l'installation de ce premier conseil municipal des enfants. Donc la première réunion de travail est prévue lundi à 18h. Et donc on a vu des enfants motivés, en fait, qui ne se sont pas inscrits dans cette démarche sans avoir envie, en fait, c'est ça. Donc c'est encourageant. Donc voilà, donc je suis plutôt fière que notre commission soit allée au bout du projet. Certains sont un peu plus longs. Oui, enfin, la commission est allée au bout de pas mal de projets. Oui, mais voilà. Il y en a qui se fait attendre quand même. Mais voilà, donc une belle satisfaction. Très bien, merci. Et ensuite, on a quelques dates. Donc la commission de travaux qui aura lieu le mardi 16 décembre. À 18h30 et on ne l'avait pas noté, mais il y a une réunion de CCAS aussi. Les élus concernés ont dû recevoir l'invitation qui aura lieu aussi ce 16 décembre, alors qu'il sera très rapide. Donc ceux qui sont au CCAS et aux travaux pourront peut-être faire les deux, parce que la réunion de CCAS est à 18h, mais voilà, il fallait que le CCAS valide aussi la nouvelle fiche de poste pour un des agents. Donc ça ne durera pas très longtemps. Mais voilà, il fallait le faire rapidement. La commission, donc, base adresse, on l'avait dit la dernière fois, elle a lieu mercredi prochain à 9h. J'étais en train de chercher, moi, ce bureau. Base d'adresse nationale. Oui, mais non, vous dites. Je rappelle aussi qu'il y a la soirée élue agent, donc jeudi prochain, elle aura lieu à Kili, donc à 18h30.
Donc normalement tout le monde a reçu l'invitation. J'espère que les agents seront au rendez-vous aussi, ils ont vu aussi bien sûr. Voilà, la soirée sera animée par Benjamin Overlo. Et puis, on va passer une bonne soirée, se voir en dehors du cadre de travail, c'est toujours intéressant aussi. Le marché de Noël, donc, qui est organisé par les... C'est qui prépare du coup alors cette soirée? À quel niveau? Le traiteur? C'est Evelyne qui est allée à la boulangerie au Roc, parce qu'elle avait sollicité la station, mais qu'ils ne font plus de prestations en traiteur, enfin qu'ils ne pouvaient pas. Ah ok, d'accord. Marché de Noël, donc le marché de Noël est organisé par l'association Les Lutins de Loust, qui a lieu entre 10h et 18h, donc le samedi à la salle du Val-Chevrier. Et puis la commune enchaîne après avec son animation, donc le défilé aux lampions et puis le feu d'artifice. On croise les doigts pour qu'il puisse avoir lieu. Parce que 90%, il aura lieu. A priori, la pluie va s'estomper un peu. D'accord. Donc, Le problème, c'est que le champ qui est en face du camping et d'où est tiré le feu d'artifice était inondé, là, donc c'était pas possible. Et voilà, Philippe les avait rappelés pour avoir un autre point. Tu sais, dans un rayon il tirera du chemin. D'accord. Donc, il a prévu de mettre des charges un peu plus fortes. Alors, Oui, il recule. Oui, mais il reculera de 70 mètres à peu près. donc on fait un point aussi avec la police municipale lundi à 11h. Jean-Louis nous a fait un circuit, il faudra aussi prendre des arrêtés. Alors, c'est pas fermé longtemps, hein, mais le défilé aux lampions partira de la salle du Val-Chevrier et puis ira jusqu'au camping. Donc, selon le nombre de personnes, ça peut prendre un petit peu de temps. Donc voilà, on va caler ça lundi à 11h. Si Jean-Louis, tu es disponible aussi pour venir? J'ai pas entendu, je pensais. Ouais, si tu peux être là lundi à 11h. Oui, oui. Très bien. Qu'on valide ton circuit et qu'on prenne les arrêtés après. Et puis le prochain conseil municipal qui aura lieu le mercredi 18 février. Et une autre date que tout le monde a notée, c'est aussi le 6 février, mais là ça concerne les élus pour le repas de fin de mandat. Est-ce que vous avez les uns et les autres d'autres